Bienvenue à notre séance qui s'appelle Les innovations dans les types de données, la collecte de données. Tous les jours, de plus en plus de données patientes deviennent disponibles dans le système de santé. Malgré que ces données-là soient utiles, plusieurs défis existent dans ces données-là pour nous amener plus d'informations. Notre panel va explorer les innovations de données qui avancent comment on pourrait travailler ensemble pour capturer ces opportunités. Alors, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Eric Sutherland, qui est comme lui-même dit, un gars de données avec une personnalité. C'est un stratège de données passionné par la mise en œuvre des pratiques de gestion des informations de pointe et la mise en relation de la stratégie d'entreprise avec des solutions pratiques avec des partenaires commerciaux, technologiques et de données. Il est le chef de la stratégie pan-canadienne de données sur la santé qui prévoit une meilleure utilisation des données pour le système de santé, la santé publique, la santé de la population, la recherche et les soins. Ce travail est dirigé par l'Agence de la santé publique du Canada en collaboration avec toutes les administrations. Alan Forster est le vice-président exécutif, chef de l'innovation et de la qualité au plus grand centre universitaire des sciences de la santé du Canada, l'hôpital d'Ottawa. Il se concentre sur l'habilitation des équipes à créer des soins de santé à plus grande valeur dans lesquels les résultats de santé centrés sur le patient et les coûts au système de santé sont réduits. Il a également dirigé la stratégie de données de l'hôpital d'Ottawa qui a été utilisée pour soutenir les opérations et la planification de la recherche. Et en plus de ce rôle à l'hôpital d'Ottawa, Alan est un chef de file dans le domaine de la qualité des soins de santé. Il est professeur de médecine à l'Université d'Ottawa et chercheur principal à l'Institut de recherche. Finalement, on souhaite la bienvenue encore à Michael DeWall, qui est le chef de l'innovation chez Hoffmann La Roche, limité dans toutes ses divisions canadiennes, y compris Roche Pharmaceutique, Roche Diagnostic et Roche Soins Diabétiques. Michael est également à la tête de la Roche Innovation Hive, l'espace créatif dans lequel l'avenir de la santé est imaginé et co-créé entre Roche et ses partenaires externes. Michael est également membre fondateur du Réseau canadien d'innovation en soins de santé personnalisés, qui est une société à but non lucratif qui représente un consortium de membres des secteurs publics et privés axé sur l'accélération des soins de santé personnalisés au Canada. Michael va aussi animer la session pendant que nos panélistes travaillent prochement ensemble et sont vraiment des experts dans leur domaine. C'est à toi, Michael. Merci, Anne-Marie. Et bienvenue, Alan et Eric. J'ai le plaisir de modérer, d'animer ce qui va être une conversation très intéressante sur les données. Et pour le sujet de la conférence pour la perturbation dans les essais cliniques, j'aimerais ça un peu concentrer notre conversation dans ces deux sujets-là. Alors, pour des années, on a tous travaillé dans ce champ-là. Alors, les données, l'infrastructure de données dans les soins de la santé, mais amener les données au point où on peut utiliser pour des meilleures décisions cliniques, pour avoir des meilleurs résultats pour le patient. Et pour ce qui est de la perturbation, l'innovation, j'aimerais entendre de vous deux et structurer la conversation autour de, avec les années d'expérience que vous avez dans ce champ-là, c'est quoi les grosses perturbations qu'on a besoin d'un peu identifier pour nous amener où on veut être, pour que les données en soins de santé, de la façon qu'on veut les utiliser et avoir des meilleurs résultats pour les patients. Est-ce qu'il faut perturber le système légal, perturber la technologie? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire et ultimement comment on y arrive? Et ensuite, pour ce qui est du travail que vous faites, le travail que vous continuez de gérer, c'est quoi des expériences que vous avez avec des belles innovations sur lesquelles vous travaillez ou que vous aimeriez voir dans l'écosystème à l'avenir qui va un peu causer ces perturbations ou activations? Peut-être on va commencer avec toi, Alan, puis on va passer à Eric ensuite. Et merci pour l'invitation et c'est une super question, Mike. Dites-moi s'il y a des défis avec l'audio parce que je sais qu'il y a eu des défis au début. Mais pour ce qui est de la question d'abord,
Moi, ce que je pense, c'est que les grosses perturbations doivent venir des gens qui sont les teneurs des données, avec la reconnaissance qu'ils doivent investir de l'argent, de l'énergie, pour que les données soient disponibles pour leurs travailleurs, mais en même temps, bâtir les compétences à l'intérieur de ces personnes-là pour utiliser les données. Et ça, c'est une façon de penser qui est énorme parce qu'en ce moment, ce que je pense, c'est que l'industrie pense que on a les données et c'est vraiment la vie privée, l'aspect de la vie privée qui bloque notre utilisation, mais en fait, c'est plus une question de culture, d'utiliser les données pour apprendre et la culture ou en fait juste les habiletés que les gens ont dans les ressources humaines, d'utiliser les données, prendre avantage des données. OK, merci Eric. OK, je vais continuer et je suis tout à fait d'accord de tout cœur. Je pense que un des grands mythes autour des données sur la santé au Canada, c'est que nos défis pour l'utilisation des données pour différentes utilisations sont en grande partie des blocages au niveau légal, législatif qui sont en place. En fait, il y a un papier qui a été écrit par des gens à l'Université McGill l'année dernière sur le derrière du travail qu'ils ont fait avec Génome Canada. Ils sont passés à travers différentes législations au pays, puis clairement, ils ont déterminé que il y a pas vraiment de barrière législative à l'utilisation de données. L'utilisation des données et les défis, c'est vraiment des décisions locales sur les politiques et des structures et de la gouvernance qui existent à l'intérieur des organisations individuelles. Alors, j'inviterais les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui que si vous faites face avec quelqu'un qui dit non, non, je ne peux pas faire ça à cause de la loi, hein, ben, invitez-les à pointer à la loi qui les prévient de faire ça. Parce que je pense que c'est un des mythes qui est arrivé, qui a été répété tellement souvent, qui est comme devenu une vérité. Puis je pense qu'il y a une opportunité pour nous de détruire ces mythes-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques avec le partage de données. Il y a toujours un risque quand on partage les données. C'est pourquoi les règlements dans les organisations sont là. Mais il y a aussi des risques à ne pas partager les données. Ne pas partager les données sur mes allergies quand je suis sans connaissance dans l'urgence peut mettre ma vie en danger. Ne pas partager mes données sur ma santé peuvent prévenir des connaissances sur comment traiter les gens avec ces maladies-là à l'avenir. Et également, partager les données peut avoir des brèches sur la vie privée puis les risques. Alors, je peux sentir de façon très directe et indirecte. Alors, quand on prend des décisions sur le partage de données, si on considère les risques de partager et les risques de ne pas partager sont importants pour que ça soit tous calibré ensemble. Et les bonnes nouvelles, c'est que pour la plupart du temps, la législation telle qu'elle existe, basée sur le papier de McGill, nous donne cette capacité-là et met les décisions sur un principe de principe et dans les mains des preneurs de décision dans le système de santé. Alors, on a le pouvoir de prendre ces décisions-là et entre partager les données pour le bien public et contre, de l'autre côté, la vie publique. Euh, c'est un et l'autre, puis c'est souvent montré comme un ou l'autre, puis c'est notre travail pour montrer que c'est vraiment un et très clair. Et comme Alan a mentionné, ça parle aux aspects personnels des gens et s'assurer qu'on a les capacités, le bon vouloir dans l'organisation, de vraiment être capable de soutenir la protection et le partage des données et comment le faire de façon le plus efficace. Et un aspect que j'aimerais mentionner ici, c'est de penser au public.
Alors souvent, on ne partage pas les données par peur que le public ne veut pas qu'on le fasse et on ne sait pas s'il serait d'accord à le faire ou non. Tandis que ce qu'on n'a pas fait de façon efficace, je crois, c'est de engager en masse avec le public pour dire, OK, ben c'est quoi vos attentes avec le partage de données? Et il y a d'autres travails que j'attends de publier du Health Research Network qui va parler des scénarios où, à l'intérieur d'un petit groupe d'individus, où il y a des attentes que les données sont partagées pour améliorer les soins à moi, par exemple, améliorer l'efficacité et protéger la santé publique de nos systèmes de santé, en même temps que d'améliorer notre compréhension des maladies pour ce qui est d'améliorer notre capacité de traiter et prévenir surtout les maladies chroniques. Alors tous ces scénarios-là où les gens, où les données sont partagées avec les gens autorisés, respectés ou qui ont même une autorité de protection de données eux-mêmes pour la protection du public aussi. Alors, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité pour nous de vraiment commencer à voir la conversation importante avec le public sur comment ils voudraient partager leurs données pour améliorer les résultats sur la santé, puis aussi améliorer des résultats à l'avenir pour eux et pour leur famille et pour leurs amis et pour le Canada au complet. Puis je pense que c'est vraiment important pour nous de vraiment pousser ces conversations-là. Michael, est-ce que je pourrais ajouter là-dessus, s'il vous plaît? Alors, je suis 100% d'accord avec ce que Eric vient de dire, puis je veux juste mentionner certains d'entre eux. Alors d'abord, l'attente du public et des patients. Naturellement, l'attente, c'est de protéger leur vie privée et de protéger le savoir sur qui ils sont en tant qu'individus. Mais c'est là aussi, je dirais que ça, c'est l'autre et. Et ils sont fortement en attente que nous, on va apprendre des soins qu'on leur donne et d'utiliser cette information-là pour améliorer le soin, pas juste pour eux, mais pour les patients à l'avenir. Puis c'est une attente très forte et je pense que la plupart des gens en reviennent pas quand ils apprennent que ça arrive pas. Alors c'est un impératif qu'on doit adresser dans le système de santé. La deuxième chose que j'aimerais souligner, puis ça, c'est peut-être un changement de perception, mais on a tendance à attendre la solution de haut en bas avec un gros changement au système. Puis en fait, le défi, c'est que c'est très difficile de différentes circonstances, de différentes façons qu'on a avec la gouvernance dans le système de santé qu'on a. Ça ne peut pas être juste une direction de haut vers le bas. Je pense que du bas vers le haut, le leadership, du bas vers le haut, que les institutions prennent vraiment sur eux le problème et travaillent sur les solutions de leur propre niveau. Oui, je pense que je suis d'accord. C'est super. Puis je pense que tu nous amènes à la partie de la conversation sur ce qui est qu'est-ce qu'on fait. Puis je pense que pour, comme sommaire, il y a certaines choses que vous avez dit qui étaient importantes. Eric t'a dit que il y a un immense mythe un peu dangereux que les barrières sur notre habileté, notre capacité à utiliser les données sur la santé sont légales. Puis ça a causé beaucoup de délais, beaucoup d'hésitations, beaucoup de problèmes pour ce qui est des solutions qui sont développées dans ce champ-là. Puis avec cette publication-là, plus de clarté, qu'est-ce qui est en fait écrit dans ces lois-là et qu'est-ce qui ne l'est pas, va, on espère, nous amener dans les prochaines années à plus d'actions, plus de solutions et d'amener plus d'innovation à cet espace-là pour qu'on puisse régler ce problème-là. Puis la deuxième chose que tu as dit, c'est le désir du public. Alors, définitivement, on entend de plus en plus de désir et demande, en fait. Et comme tu as mentionné, il y a une attente des patients que nous, en tant que gens dans le système de santé, à mieux utiliser les données pour mieux informer les décisions médicales, donner des meilleurs soins ultimement
Alors, comment est-ce qu'on bâtit, comment est-ce qu'on développe l'infrastructure, les solutions pour faire ça? Alors, une des choses, Alan, que tu as dit, puis je m'en rappelle parce que je l'utilise tout le temps dans un de nos propres meetings, tu as dit, et c'était pas à moi, c'était pour tout le groupe, mais si, il faut attendre au point où on est tous capables de changer l'huile en gaz avant de bâtir une voiture, on serait pas capable de conduire aucune des autos. Et je l'utilise tout le temps, ça. Il faut dire, il faut baser ça sur les actions. Utilisons ce qu'on a. Puis je pense que ça parle au point que, OK, au lieu d'attendre d'une approche de haut vers le bas, comment on le fait à partir du bas, au niveau institutionnel? Et j'aimerais discuter ça maintenant. Alors, bougeons la conversation vers c'est quoi les choses extantes. Donc, à l'hôpital d'Ottawa, Alan, que toi tu fais avec les technologies disponibles qu'on a aujourd'hui, sachant que c'est imparfait, mais que ça règle certains problèmes. Quelles sont les choses sur lesquelles tu travailles, avec lesquelles tu peux partager? Ben, une des choses que j'ai travaillé, c'est l'implantation d'une plateforme qui s'appelle MD Clone. Et MD Clone, c'est une compagnie qui sont en Angleterre, Israël, et leur produit, c'est vraiment un programme informatique qui donne accès aux gens à ce qu'on appelle des données synthétiques. Donc, des données qui sont générées et en fait, c'est des fausses données. Il n'y a aucune information personnelle liée à ça, mais ce sont des données qui, qui en fait agit exactement pareil comme les données sous-jacentes à l'intérieur du système. Et ça a plusieurs opportunités. D'abord, ça permet d'accéder l'information qu'on peut ensuite utiliser pour former des analyses et ensuite pour créer un peu des résultats à partir de ça. Alors, au lieu d'avoir une équipe d'individus qui sont comme les gardiens des données à cause des défis pour la vie privée, alors ça veut dire qu'on a de l'accès illimité, immédiat aux données synthétiques par plusieurs personnes. Puis ça veut dire que l'innovation peut commencer sur différents niveaux immédiatement, très rapidement. Et donc, nous, on voit cette plateforme prendre avantage de nos données et nos dossiers médicaux électroniques et ça le rend disponible aux gens l'information qui n'était pas disponible avant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'autour de cette plateforme-là, on a créé un programme de formation et ce qu'on voit, c'est que des centaines de personnes, même pendant la pandémie, qui viennent et qui prennent part aux formations pour qu'eux puissent commencer à poser leurs propres questions, analyser les données. Et ce qui est bâti là-dessus, c'est plusieurs projets d'amélioration de la qualité des produits et des projets d'innovation pour des vraies priorités dans le système de santé et qui peuvent être justifiés basés sur l'impact de qualité, impact sur auquel on peut donner les bonnes ressources au bon moment. Puis aussi, ce que je veux dire, c'est que le plus important et la partie la plus excitante de cette plateforme, c'est l'habilité c'est que ça crée une opportunité de collaborer avec des réseaux d'hôpitaux à travers le monde. Parce que c'est des données synthétiques, on peut partager des données avec des gens à l'extérieur du pays, d'autres hôpitaux, d'autres provinces, sans peur d'avoir donné des informations privées des gens. Donc, on n'a pas vraiment de peur pour la vie privée et parce qu'on peut partager rapidement, ça donne l'opportunité de collaboration. Et aussi, je dirais que ça, c'est vraiment important dans plusieurs instances. D'abord, quand on gère la qualité, si on n'a pas des jalons ou d'habilité de comparer avec d'autres personnes, on est toujours avec ce nombrilisme où on est toujours en train de se regarder soi, puis on ne peut pas poser la question, OK, ben comment je compare aux autres? Et l'autre partie qui est très excitante, c'est qu'on peut mettre ensemble des groupes quand on a des petits échantillonnages dans votre propre hôpital. On peut dire, OK, ben qu'est-ce qui se passe à un autre endroit au Utah, en Israël ou aux États-Unis. Et on peut commencer à mettre ensemble, OK, ben nous, à Ottawa, on a une cohorte de
on a 1 million, ok, mais là, on a une cohorte de 50-75 millions. Alors, le nombre d'observations, alors même pour des maladies très rares, ça augmente les chiffres très rapidement. Alors, je veux dire que ça, c'est un avancement incroyable parce que vraiment, ça crée une plateforme pour accéder aux données, mais aussi de là, c'est une plateforme pour la collaboration et pour le partage de partenaires locaux et internationaux. Super. Oui, Eric. Oui, et en fait, je partage l'enthousiasme d'Alan pour le potentiel des données synthétiques. Je crois qu'il y a plein d'opportunités pour qu'on soit capable d'accélérer l'innovation. Alors, un des précurseurs pour une approche efficace pour la création des données synthétiques, c'est de s'assurer qu'on ait des données intégrées qui peuvent calibrer les processus qu'on peut ensuite utiliser pour créer les grosses quantités de données synthétiques qu'on a. Alors, c'est pas parfait. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment avoir les processus de base en place pour s'assurer qu'on comprenne les données qu'on collecte ensemble et qu'il arrive tôt qu'on peut intégrer les données à travers, dans les contextes d'un hôpital, à travers les départements, autour du patient et dans le contexte d'une équipe intégrée de santé. Alors, peu importe où les pratiques est, qu'on puisse intégrer ça au travail. Alors, on veut vraiment pousser une pratique autour des données de qualité, d'avance ou parallèle avec les aspirations pour les données synthétiques. Et je voudrais mettre l'emphase sur le fait que je ne veux pas suggérer du tout qu'il doit y avoir 100% de données de qualité parce que certains diraient que c'est impossible et impratique, pas pratique. Alors, ça a beaucoup à voir avec la compréhension de la qualité des données qu'on a pour quand on génère les sets de données, savoir c'est quoi la confiance qu'on peut utiliser pour pousser de l'information de ces sets de données. Et ça ici, c'est ce que tu disais pour le raffinement du pétrole pour les autos. C'est pas qu'on veut avoir de la qualité à 100%, c'est que tu comprends la qualité que tu as et tu pousses vers l'avant et tu comprends quel genre de données tu peux intégrer et tu vas vers l'avant. Alors, on comprend ce qu'on peut et ne peut pas faire et ensuite, on va de l'avant, on prend action basée sur cette compréhension de tous les écueils des données. Alors, je pense que ça vaut la peine d'avancer rapidement, mais ça veut dire qu'il faut faire attention de le faire de façon transparente. Oui, puis ce que j'ajouterais là-dessus, c'est puis juste bâtir sur ce que Eric vient de dire, c'est que je pense que le concept du système de santé qui apprend rentre bien dans ce défi-là. Alors, il y a un aspect important de rendre les données disponibles aux équipes, mais il y a une reconnaissance que ultimement, eux doivent prendre des décisions avec les données. Ils combinent les données avec leur propre compréhension du problème à travers l'utilisation du data, mais ça raffine les compréhensions des défis qu'on fait face, mais aussi le type de données qu'ils ont besoin et où les données peuvent venir. Et ça, on voit ça dans un cheminement, dans l'amélioration des données et notre utilisation des données, mais aussi les services de l'amélioration de toutes les choses qu'on fait inaudibles. Mike, c'est bien, Alan. Malheureusement, on a perdu le son un peu vers la fin, mais juste en sommaire, je pense que ce que tu disais, c'est que pour ce qui est du commentaire d'Eric, le système de santé qui apprend, c'est un gros concept important autour de ce qu'on bâtit ici. C'est que pendant qu'on bâtit l'infrastructure puis on donne
plus en plus de données disponibles pour les utilisateurs, ben là, on va avoir de l'information de ces gens-là pendant qu'ils utilisent les données pour informer les données qu'eux veulent utiliser et comment mieux créer des données utiles dans le système pour qu'eux puissent bâtir des meilleures analyses, des meilleurs résultats. Alors, c'est un cycle d'apprentissage. Et je pense que les deux, vous le positionnez, c'est que c'est pas juste le système de santé qui apprend comme un gros système. C'est plusieurs de petites boucles d'apprentissage. Alors, des cliniciens et des analystes de données, alors même à l'extérieur du centre de données, alors les payeurs, les régulateurs. Alors, on a tous besoin de données pour ces différentes formes, ces différentes utilités, pour les décisions qu'on a besoin de prendre aujourd'hui. Eric, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter à ça? Ce que je rajouterais, puis c'est juste un aspect additionnel pour le système de santé qui apprend, c'est que ça aide tous les aspects d'analytique pour améliorer l'efficacité du système de santé. Ça améliore, ça protège le système de santé, la population, la santé publique, mais aussi ça veut dire que les gens peuvent avoir leur propre responsabilisation avec leurs propres données personnelles. Parce que ce que ça peut nous donner à travers les algorithmes, c'est qu'on peut voir que pour une personne de 50 ans qui mange beaucoup de sucre, et je connais personne comme ça personnellement, qui sont à plus haut risque d'avoir un diabète dans leur cinquantaine, alors peut-être arrêter de manger du sucre. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qui serait utile pour moi de savoir que que je fasse une décision personnelle sur comment je veux arriver à mes propres résultats de santé. Ça aide aussi mon clinicien, les gens qui prennent soin de moi, qui ont l'information pour vraiment qu'ils puissent me donner les meilleurs soins à moi. Alors, tous les aspects, fondamentalement, aident les individus, aident les professionnels de la santé, la force de travail et les leaders aussi et les gens qui prennent les décisions dans le système de santé aussi. Oui, super. OK. Alors, on a seulement quelques minutes. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est de peut-être juste passer à l'avenir pour la prochaine question. Alors, on est ici aujourd'hui. On a une meilleure compréhension des mythes derrière les barrières légales. Naturellement, on a entendu le public, le système et le désir du système d'utiliser les données mieux. Alors, si on regarde 5-10 ans à l'avenir, si je vous demandais à vous deux, alors le système de santé qui est capable d'apprendre des données, puis c'est ça le titre que je vais lui donner, de quoi ça va avoir l'air de façon utopique, puis là ensuite on le ramène à aujourd'hui, puis c'est quoi la prochaine chose qu'on a besoin de faire en tant que joueur à l'intérieur du système de santé, qu'est-ce qu'on doit faire prochainement pour nous amener à ce point-là? Ouais, je vais commencer. Alors, moi, quand je regarde à l'avenir de façon ironique, je regarde les efforts de d'autres pays. Alors, il y a des belles innovations en Finlande, par exemple. Alors, parmi d'autres, mais je vais utiliser celui-là parce que je connais très bien leur travail. Alors, où les individus sont donnés leurs propres dossiers médicaux, ils voient très facilement leur vaccination, les médicaments qu'ils prenaient, leur historique clinique. Et la chose intéressante qui est arrivée, c'est qu'ils rentraient voir le médecin et quand le médecin commençait à leur faire l'interview en disant ben, parlez-moi de votre historique de drogue, ce que le patient disait, c'est pourquoi est-ce que tu perds mon temps? C'est dans mes dossiers médicaux, faites juste regarder. Et en fait, ça l'a poussé à une adoption d'un système plus numérique en Finlande. Mais en plus que ça, c'est ce que la Finlande a commencé à faire, c'est qu'ils ont commencé à pousser le travail sur l'intelligence artificielle
Ils voulaient éduquer 1% de la population sur c'est quoi l'intelligence artificielle. Ils avaient un cours en ligne sur ça. Et pendant qu'ils faisaient ça, ils ont essayé d'amener l'IA dans les pratiques acceptables et dans des pratiques en Finlande pour que les gens puissent appliquer ces algorithmes-là sur les données qu'ils avaient pour pousser les résultats où les gens comme les médecins pouvaient dire, ben en fait, on recommande à travers l'algorithme, on recommande un dosage de 0,35 au lieu de 0,5 à cause des mesures spécifiques du patient. Alors, on peut en fait éliminer les erreurs cliniques, même si, soyons clairs, le clinicien avait toujours le droit d'aller ailleurs, parce que c'est leur expertise le plus important, mais ils pouvaient se faire donner les petits trucs basés sur l'information que l'ordinateur avait pour un peu pousser un potentiel meilleur résultat. Même si ce résultat-là arrive seulement une fois sur 100, c'est quand même 1% de meilleurs résultats, puis ça, c'est mieux pour tout le monde. Ouais, super, merci beaucoup. Alan? Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui, oui. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que comme Eric a dit, l'avenir est déjà là. On voit des exemples incroyables au Canada et à l'extérieur où les gens utilisent des données de la vie réelle et ils traduisent ça en politique, en décision de traitement et, et mais aussi gestion des patients. Pendant la pandémie, on a vu plusieurs exemples de ça où des données réelles vont informer les politiques et où on doit arriver, c'est où ça devient normalisé et ça devient la règle et non l'exception. En ce moment, ça semble être que le désir politique et l'énergie utilisée pour créer ces opportunités-là, desquelles on a pris avantage pour la COVID, ne sont pas là pour toutes les maladies et toutes les décisions qu'on doit prendre. Alors, mon sens, c'est que c'est quoi l'avenir? Ben, c'est comme Eric a dit, où les patients, les individus ont accès à leurs données, qui ensuite, qui ensuite forment cette boucle de compréhension. Puis ce qu'on voit dans toutes ces boucles-là, alors au niveau local, au niveau régional, au niveau provincial et même international, et on voit ça de façon plus fréquente, plus délibérée et avec des meilleurs résultats. Super, super. Puis en fait, ça nous amène à la fin de la session. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et vraiment euh, désolé pour la technologie, mais sur ce, puis je redonne la parole à Anne-Marie. Oui, merci, beau travail, Michael. Et je dois dire, un des thèmes récurrents que je ne pouvais pas ignorer de toute la conversation, c'est que il y a une expression fameuse de Peter Drucker qui dit la culture mange la stratégie pour le déjeuner. Alors, cette idée qu'il y a tellement de stratégies, mais l'idée de culture est tellement importante à gérer. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes dans la séance. Alors, merci de rester et poser quelques questions. Puis je vais vous donner la première question qui arrive maintenant. Alors, bienvenue tout le monde et merci à Michael et Eric de se joindre à nous cet après-midi pour un question-réponse en direct. Alors, plusieurs questions sont rentrées, mais celle que j'aime parce que c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, c'est c'est quoi exactement des données synthétiques? Alors, Dr. Forster l'a mentionné un peu, mais il y a eu plusieurs questions sur c'est quoi exactement. Alors, alors c'est malheureux que Alan ne fait pas être là aujourd'hui parce que lui pourrait en parler longtemps. Alors, c'est quoi les données synthétiques? Puis j'essaie de vous donner la bonne analogie ici.
c'est où on ramasse des données sur 1000 personnes. Et ce groupe de données de 1000 personnes ont certaines statistiques de population. Donc, 48% qui sont mâles, 52 sont femelles. Euh, il y a certains attributs sur euh, différents facteurs comme race, endroit où ils vivent, conditions médicales. C'est en fait les statistiques basées sur les vraies personnes dans les données. Mais ce que les données synthétiques font, c'est que basées sur les statistiques de cette population-là, créons une nouvelle série de données qui ont exactement les mêmes attributs, les mêmes statistiques, mais qui ne donnent aucune des données d'origine. Ce qui veut dire que statistiquement parlant, c'est exactement la même chose. Mais en pratique, ce ne l'est pas. Et donc, ça a plusieurs des mêmes attributs statistiques sans donner d'informations privées ou sensibles sur les gens. Et j'espère que la personne qui vient de rentrer en ligne pourrait en parler mieux. Michael, et est-ce que c'est bien utilisé aujourd'hui ou est-ce que c'est flambant neuf? Alors, c'est une idée relativement nouvelle en santé. C'est une idée qui est dans les statistiques depuis des douzaines d'années. C'est une pratique standard comme en intelligence artificielle. Fait que c'est une pratique mature. C'est juste une approche nouvelle pour un point de vue de santé. Mike, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, je veux juste rajouter sur... Donc, ça semble très simple, prendre des vraies données puis créer des données synthétiques qui représentent mais ne représentent pas. Mais les vraies données et la nuance de la technologie derrière et les avancements sont en fait très complexes dans le sens on sait où on connaît l'interaction dans les variables, donc présumant qu'une variable, pendant qu'elle change, va avoir ce qu'on appelle une entropie ou euh, un effet sur d'autres variables de données à l'intérieur d'un même set de données, mais tout ça doit être gardé à l'intérieur des données synthétiques pour qu'il soit utile de créer des analyses ou des algorithmes. Et la recherche derrière tout ça croît, augmente, et donc des compagnies comme MD Clone développent des solutions pour qu'on puisse les utiliser dans un système de santé, et les chercheurs peuvent continuer d'avancer ce genre de technologie-là. Et on a en fait un des chercheurs les plus prominents au Canada, euh, Khaled Alimab, qui en fait écrit plein de littérature là-dessus. Alors, c'est très excitant pour nous dans le champ des données d'avoir ces solutions-là et de le voir grandir et de vraiment s'intégrer dans plusieurs solutions qui s'en viennent. Merci, Michael. Et c'est très excitant de savoir qu'on a un expert canadien. C'est vraiment un bon début pour une autre conversation, j'ai l'impression. Alors, on amène une série de questions, beaucoup d'intérêt dans le concept du système qui apprend. Et les questions sont, est-ce que c'est un nouveau concept? Est-ce que c'est quelque chose qui, encore une fois, est, est-ce que c'est quelque chose de courant? Comment est-ce qu'on bâtit là-dessus? Qui est en charge de ça dans ce système qui apprend? Alors peut-être, Eric, on peut revenir à toi. Peut-être juste un peu plus de définition sur c'est quoi et les points communs. Où est-ce qu'on en trouve des exemples? Oui, alors, si on considère l'idée d'un système de santé qui apprend, c'est vraiment chaque fois et chaque expérience, les données continuent de s'améliorer, et donc le système de santé en général est amélioré
euh, ma santé en général et donc mon donneur de soins à améliorer ses soins et donc l'efficacité du système de santé pour la santé publique et améliorer notre habilité de découvrir de nouvelles innovations qui donc peuvent revenir à améliorer tout ce que je viens de mentionner. Alors, ça, c'est l'idéal d'un système qui apprend. Alors, c'est ce qui est en train d'être implanté dans plusieurs pays en Europe. Donc, j'ai parlé de la Finlande. Je peux aussi mentionner le Danemark, la Grande-Bretagne et beaucoup de champs qui rentrent en profondeur, par exemple en génomique. Alors, on connaît les données sur une personne basées sur l'analyse d'un génome individuel. Qu'est-ce qu'on peut dire à leur sujet? Comment est-ce qu'on peut, donc, basé sur ce qu'on a trouvé, comment est-ce qu'on peut, avec tous les consentements en place, tout ça, euh, con- tu sais, dire à quelqu'un comment maximiser leurs résultats de santé. Donc, c'est un contexte émergent. Au Canada, surtout, vu qu'il y a plus de mouvements vers des systèmes intégrés, là où ça devient plus grand, parce que les systèmes de santé et de données sont plus centrés sur les gens versus centrés sur les centres. La plupart des données étaient souvent collectées par les hôpitaux, les soins primaires, les laboratoires, pharmacies, etc. Et on réalise que en intégrant ces données-là autour de l'individu, on peut en fait, l'individu peut avoir plus de pouvoir sur ses propres soins et les soins qui sont donnés sur eux et on peut intégrer cet idéal-là à l'intérieur d'un système ou comme dans plusieurs autres places dans le monde et la direction que le Canada va implicitement, c'est à travers cette intégration-là. Merci. Michael, est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Oui, en fait, Eric donne une bonne description du système qui apprend en soi et ce qui existe à l'intérieur. La chose que je dirais, puis peut-être prendre la conversation et l'amener dans une conférence d'avenir dans le futur, c'est tellement gros. Merci. Euh, c'est la notion du système de santé qui apprend. Si on continue à créer le système de santé dans un point de vue centré sur le système, et les gens qui vont ici et là et on collecte les données, les gens qui sont intégrés dans l'apprentissage de cet hôpital-là et la variable de l'hôpital on est encore en train de créer un système de santé basé sur un système, mais Eric a mentionné que si le patient veut aller ailleurs dans le pays ou même ailleurs dans le monde, et que les données peuvent suivre le patient et qu'il a l'habilité d'intégrer des données à travers des endroits géographiques à l'intérieur du Canada, à l'extérieur, là, on commence à voir la courbe d'apprentissage qui suit le patient, qui est l'évolution ultime qu'on aimerait voir avec les systèmes qui apprennent. On est tellement loin de ça. Est-ce qu'on peut au moins gérer les problèmes qu'on a maintenant ou les institutions eux-mêmes peuvent bâtir les systèmes à l'intérieur de leurs hôpitaux? Merci. Alors, Chad, à l'extérieur, est-ce que tu peux m'aider à avancer les questions? Je sais qu'il y en a plusieurs, puis il n'y en a aucune en ce moment qui s'avance. Merci beaucoup. Alors, il y a ici une question pour le l'habilité des institutions à partager les données. Alors, il y a beaucoup de papiers qui montrent qu'il y a un silo de données, mais est-ce que les institutions sont prêtes à partager les données? Et en fait, basé sur ce que je disais plus tôt, puis alors les barrières législatives pour partager les données. Alors, il y a beaucoup de fiction associée à ça. Il y a aussi une décision culturelle sur le partage de données, mais il y a beaucoup de considérations très réelles à l'intérieur des institutions de recherche et le partage de données. Alors, je, je sais que ça, c'est des discussions qu'on doit avoir sur comment respecter, par exemple, euh,
Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer notre habileté à créer du savoir en même temps respectant certaines demandes que les individus ont sur leur carrière académique, par exemple? Donc, les droits d'auteur sont une question aussi. Et juste quelque chose auquel penser ici, c'est que on a au Canada, avec plusieurs donneurs de données, on a créé une duplication destructive ou parce on fait de la duplication à travers le pays, on détruit la valeur des données parce que la valeur a été doublée parce qu'on a été obligé de faire le même travail et on détruit l'habilité d'augmenter les trouvailles parce qu'on peut pas connecter les choses ensemble. Ce qu'on devrait faire, c'est des collaborations plus constructives et des collaborations conscientes. Et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour travailler sur les fondations qui sont déjà créées par d'autres personnes. Et c'est là que j'espère que le Canada peut aller si on veut travailler ensemble en tant que pays. Comment est-ce qu'on peut collaborer consciemment ensemble pour améliorer les résultats qui ont des meilleurs résultats sur la santé des Canadiens? Merci. Et en fait, je vais terminer avec les 2 minutes qui nous restent, avec peut-être je vais poser une question que je pense est probablement une conférence en soi, mais j'aimerais vos dernières pensées là-dessus. Alors, quand on a commencé la session avec cette idée de détruire les mythes et avoir des conversations avec le public sur l'utilisation des données, mais en même temps, euh, détruire un peu les mythes qui existent sur les choses qui sont comme des barrières, et ça semble être la même conversation ici. Et donc, il doit y avoir plus de discussion sur les données, l'utilisation des données et les barrières de données. Alors, comment est-ce qu'on commence ce processus-là? Est-ce qu'il y a un mécanisme en place, une organisation en place qui peut un peu ramasser le bâton là-dessus? C'est quoi les étapes euh, qu'on devrait faire pour commencer la conversation? Alors, moi, je vais commencer. Et donc, il y a une conférence la semaine prochaine par redéfinir l'avenir des patients et avec des groupes comme, et je connais pas, en fait. Il y a Save Your Skin Foundation qui en est un, mais si vous regardez les patients qui redéfinissent les soins de santé, il y a une conférence la semaine prochaine. Et donc, comment on peut le public pour devenir des défenseurs des droits du système de santé qu'ils utilisent. Alors, les taux de données, par exemple, l'année passée, comment est-ce qu'on inclut ça? Il y a une série vidéo qui ont été publiées plus tôt cette année qui s'appelle Larry Saves the Canadian Healthcare System, que je dirais, si vous l'avez pas vu, c'est très, très drôle. Euh, Personne pensait que le système de santé canadien pourrait être un musical. Il faut l'écouter. Alors, définitivement, je pense que l'opportunité pour nous de avoir une conversation avec le public veut être inclus. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment connecter les leaders de pensée, le gouvernement avec les groupes publics qui veulent faire partie déjà. Ça fait partie de pourquoi les sessions comme aujourd'hui sont importantes. Juste un peu créer ces connexions. Merci, Michael. Le dernier mot. Oui, sentiment très similaire à Eric. Il y a plusieurs groupes qui font ça. Seafin, par exemple, eux, ils ont leur propre atelier à la fin de la pour amener les différents joueurs ensemble. Je pense que c'est l'évolution de la collaboration, ce qui est vraiment excitant pour moi. J'étais à une conférence la semaine dernière, je pense que c'était la semaine dernière, et quelqu'un, euh, et je sais pas si Elise est ici aujourd'hui, mais elle a dit, et je l'ai écrit, on a besoin de commencer à travailler pas avec les patients dans nos cœurs, mais les patients au cœur de ce qu'on fait. Puis juste changer ce mot-là, c'est tellement différent. Il faut arrêter de penser, de travailler avec les. Faut vraiment, faut travailler où le patient est, où ils sont à la table, dans le travail. Inclure le patient dans tout le travail, le public dans tout le travail. Faut pas juste travailler pour le patient, pour le public. Faut les inclure, puis c'est ce genre d'évolution de collaboration et l'évaluation de partenariat que je pense que
beaucoup de groupes comme Stephen et certains des autres groupes qui font le travail. C'est ça l'évolution vers laquelle on travaille, puis c'est là que l'aiguille, elle va vraiment bouger. Oui, merci d'en faire un sommaire comme ça. Puis je l'ai entendu comme les patients comme co-créateurs dans le processus. Et deuxièmement, les patients sont pas assis à la table, ils sont à la table. Et encore une fois, merci à vous deux d'être revenus à la question-réponse. Et naturellement, merci pour la session précédente. Plein de valeur à vous avoir ici encore une fois. Merci. Alors, on va maintenant prendre une pause de 3 minutes pendant qu'on se met la table pour une session en direct. Puis ce que je pense qui serait important pour vous à faire, c'est d'aller visiter le hall d'exhibition. On est très reconnaissant aux différents commanditaires qui soutiennent la conférence. Il y a plusieurs kiosques avec plein d'informations. Alors, juste revenir à l'écran principal, partir de la session et cliquer sur hall d'exhibition, allez voir et revenez nous voir dans à peu près 3 minutes. Merci beaucoup.